Assalamu alaikum. Le but de cette vidéo est de donner une explication claire et compréhensible de la sclérodermie systémique. Let's go. Tout d'abord, c'est quoi la sclérodermie systémique? La sclérodermie systémique est une maladie auto-immune rare et chronique. Elle touche beaucoup plus les femmes entre 30 et 50 ans. Elle se caractérise par un durcissement et un épaississement de la peau ainsi que par des atteintes des organes internes. On a aussi une sclérodermie localisée. Cette sclérodermie localisée, elle affecte uniquement la peau et les tissus sous-jacents, sans atteinte des organes internes, c'est-à-dire sans atteinte viscérale. Ça, c'est la sclérodermie localisée. Mais on s'intéresse aujourd'hui à la sclérodermie systémique, avec atteinte des organes internes. Dans cette maladie, le système immunitaire, qui est censé protéger le corps, se dérègle et attaque les tissus sains. Cela provoque une surproduction de collagène. C'est une protéine responsable de la rigidité et de l'épaississement des tissus. Alors la peau devient cartonnée, vraiment cartonnée, difficile à plisser. Ce phénomène débute au doigt avec une progression ascendante. S'il ne dépasse pas les coudes et les genoux, on parle de la forme limitée. Sinon, on est dans la forme diffuse. Les causes exactes de la sclérodermie ne sont pas complètement comprises, mais la maladie semble résulter d'une interaction complexe entre plusieurs facteurs. On a par exemple prédisposition génétique. On cherche alors les antécédents familiaux. On a les facteurs environnementaux, l'exposition à des substances toxiques telles que la silice. La silice représente le principal facteur de risque extérieur de développer une sclérodermie. On a aussi l'exposition aux solvants organiques, l'imputabilité des prothèses mammaires, siliconées par exemple, l'imputabilité de certains agents infectieux. On passe maintenant aux manifestations cliniques. Le premier signe de la maladie est le phénomène de Raynaud, qui peut précéder les autres signes de la maladie à 3 à 5 ans, voire plus. Alors c'est très important. C'est une manifestation quasi systématique dans la sclérodermie systémique. Elle s'observe dans 95% des cas. Il s'agit d'une anomalie vasculaire caractérisée par 3 phases. La première phase, c'est la phase blanche. La deuxième, c'est la phase bleue. La troisième, c'est la phase rouge. La phase blanche, c'est par rapport à l'ischémie. Les doigts deviennent blancs en raison d'une réduction du flux sanguin due à une vasoconstriction, c'est-à-dire il y a une obstruction des vaisseaux. La deuxième phase, c'est la phase bleue, c'est par rapport aux cyanoses. Les doigts prennent une teinte bleue à cause de la désoxygénation du sang dans les tissus. La troisième phase, c'est la phase rouge, c'est par rapport aux revascularisations. Les doigts deviennent rouges lorsque le flux sanguin revient, souvent accompagné de douleurs ou de picotements. On a terminé avec le phénomène de Raynaud, on passe maintenant à la sclérose cutanée. La sclérose cutanée dans la sclérodermie systémique évolue généralement en 3 phases. La première phase, c'est la phase œdémateuse. C'est l'apparition d'un œdème, c'est-à-dire c'est un gonflement dans des entouchés, voilà. Comme le gonflement des doigts, on dit le doigt boudiné. La deuxième phase, c'est la phase scléreuse. La peau devient épicée, dure et rigide en raison de l'accumulation de collagène. Les entouchés, souvent les doigts, ont des sclérodactylies, le visage, le cou et parfois le tronc. La dernière phase, c'est la phase atrophique. C'est le stade tardif. La peau, après s'être épicée, s'amincit et devient fragile. Le visage sclérodermique, c'est un visage très spécial. Si vous le voyez, vous ne l'oublierez jamais, vraiment. Par exemple, si vous demandez aux patients les anciennes photos, c'est-à-dire avant la maladie, vous dites « Waouh, on dirait que c'est pas la même personne. » Vraiment, subhanallah. Alors la sévérité de la sclérose s'exprime au niveau du visage par la disparition des rides avec un faciès figé, inexpressif et un rétrécissement de l'orifice buccal. C'est la microstomie qui s'entoure de plaies radiaires.
C'est quoi la microstomie? La microstomie est définie par une limitation d'ouverture de la bouche. On demande à la patiente d'ouvrir la bouche. Après, on mesure la distance interincisive. Si cette distance elle est inférieure à 4 cm, alors c'est une microstomie. La sclérose cutanée entraîne aussi progressivement une limitation de l'extension des doigts. Le patient n'arrive pas à faire l'extension correctement. C'est le signe de la prière. On a aussi d'autres signes cliniques comme les troubles de la pigmentation, hyper- ou hypopigmentation. On a aussi la calcinose dermique, c'est la formation de nodules calcifiés qui s'ulcèrent après. On a les télangiectasies, principalement sur le visage, les mains, mais peuvent également se trouver sur les muqueuses. Les télangiectasies témoignent de la prolifération anarchique des cellules endothéliales. Et on a les atteintes osseuses, des résorptions osseuses à type d'acro-ossiolyse doivent être recherchées. Elles touchent principalement les phalanges distales des mains et des pieds. On a aussi les signes articulaires et musculo-tendineux, des arthralgies inflammatoires, des déformations articulaires, des atteintes thymosynoviales et les atteintes musculaires comme les myalgies. On passe maintenant aux manifestations viscérales graves. La première manifestation, c'est l'HTAP. L'HTAP est la bête noire de la sclérodermie systémique. Elle concerne beaucoup plus la sclérodermie systémique limitée, pas diffuse. Et on a dit que la sclérodermie systémique limitée, c'est-à-dire la sclérose cutanée, elle ne dépasse pas les coudes et les genoux. Voilà. Au contraire, la sclérodermie systémique diffuse, la sclérose cutanée ici, elle les dépasse. D'accord? Une remarque ici, si on peut trouver une sclérodermie systémique sans sclérose cutanée. C'est-à-dire, il n'y a pas de sclérose cutanée. Ici, on l'appelle sclérodermie systémique sin scléroderma, c'est-à-dire sans sclérose cutanée. On a 3 mécanismes qui contribuent à l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. On a la vasoconstriction, le remodelage de la paroi du lit vasculaire pulmonaire et des phénomènes de thrombose in situ. Alors, cette HTAP, on l'a dépistée par une échographie Doppler cardiaque et on l'a confirmée par un cathétérisme cardiaque droit. La deuxième manifestation clinique grave, c'est la PID. Oui, la pneumopathie interstitielle diffuse de la sclérodermie est une complication grave. C'est la première cause de morbimortalité. Attention, elle peut être entrée en diagnostic différentiel avec l'OAP. Pourquoi? Parce que les deux conditions peuvent présenter les mêmes symptômes. On a dyspnée, on a des crépitants, on a hypoxémie. Alors, attention. Une autre remarque, le RGO, c'est-à-dire le reflux gastro-œsophagien, peut aussi contribuer au développement d'une PID. Parce que le RGO présent chez 50 à 90% des patients. Alors, il peut donner aussi une PID. Une autre atteinte, c'est l'atteinte digestive et retentissement nutritionnel. L'atteinte digestive au cours de la sclérodermie systémique est la cause de 10% des décès après l'atteinte rénale, PID et l'HTAP. Elle peut toucher n'importe quelle partie du tractus depuis la cavité buccale jusqu'au sphincter anal. Alors, tous ces atteintes digestives causées par la sclérodermie systémique. Une autre remarque, le syndrome sec peut être associé aussi. Pourquoi? Parce qu'il est dû à une microangiopathie sclérosante des glandes salivaires. Alors, c'est logique, il y a un problème dans la vascularisation des glandes salivaires. Alors, il n'y a pas de sécrétion de la salive. Alors, ça va provoquer un syndrome sec. Et les atteintes digestives, bien sûr, peuvent être à l'origine d'une dénutrition. Et on pose le diagnostic de dénutrition avec une perte de poids,
avec IMC bas et avec une albuminémie inférieure à 35 grammes par litre. Une autre atteinte grave, c'est l'atteinte cardiaque. Elle peut toucher toutes les structures, notamment le myocarde, le péricarde, les valvules, mais elle touche beaucoup plus le myocarde. C'est pas comme le lupus par exemple. Le lupus, il touche beaucoup plus le péricarde. Ici, non. La sclérodermie systémique, elle touche beaucoup plus le myocarde. Et on passe à l'atteinte rénale. La crise rénale sclérodermique est la principale manifestation néphrologique observée au cours de la sclérodermie systémique. Et comment savoir si le patient il a cette crise? Alors, on remarque une HTA sévère d'emblée et ou une insuffisance rénale rapidement progressive associée à une diminution de la diurèse sans autre étiologie que la sclérodermie systémique. Et on a les critères prédictifs de survenue d'une crise rénale. Ces critères sont très importants. Il faut les apprendre par cœur, c'est-à-dire par ces critères, on peut savoir si il y a la possibilité de la survenue d'une crise rénale. Le diagnostic. Le diagnostic repose sur la clinique, comme on a déjà vu, les atteintes cutanées, les atteintes systémiques, le phénomène de Raynaud. Ça, c'est par rapport à la clinique. Et par rapport à la biologie, on a les auto-anticorps. Les anticorps antinucléaires, AAN. Ces quatre-là sont à apprendre par cœur. Par rapport aux examens paracliniques, la capillaroscopie, elle est indispensable. L'anomalie capillaroscopique majeure est la présence de mégacapillaires, c'est-à-dire ce sont des capillaires dilatés de diamètre supérieur à 50 micromètres. Et aussi, d'autres anomalies doivent être recherchées par cette capillaroscopie, comme les hémorragies, raréfaction capillaire, des aires capillaires, c'est-à-dire des zones avasculaires. On passe maintenant au diagnostic différentiel, les états sclérodermiformes. Il y a beaucoup de diagnostics différentiels, mais moi, je vais citer quelques diagnostics différentiels et je vais vous donner une astuce pour les apprendre. Je vais commencer par la première, l'amorphie. L'amorphie, c'est une sclérodermie, mais localisée. D'accord? On a scléromyxœdème, on a fasciite à éosinophile, on a sclérodème de Buschke, on a syndrome de Poems. P, c'est polyneuropathie. O, c'est organomégalie. E, c'est endocrinopathie. M, c'est dysglobulinémie. Et S, c'est skin, c'est des lésions cutanées, voilà. Et on a amylose primitive. Alors, comment on va mémoriser ces maladies? On va commencer. Dr Murphy. Dr Murphy, c'est un acteur dans la série de The Good Doctor. D'accord? Dr Murphy, alors la morphie, il est très sensible. Lorsqu'on dit sensible, on dit allergie, on dit hyper-éosinophile. Alors, très sensible, facilite à éosinophile. Il a examiné une patiente et il a découvert qu'elle souffrait d'un scléromyxœdème. Il est rentré chez lui en bus chic. Bus chic. Alors, sclérodème de Buschke. Et il a vu son ami. Amylose primitive. Ami, c'est amylose primitive. Il lui a montré un poème. Poème, alors, poems. On va parler des maladies associées. Il faut rechercher d'une maladie associée parce que la sclérodermie systémique peut être associée à toute autre maladie auto-immune. Cependant, 3 pathologies sont classiquement associées à une sclérodermie systémique. Il s'agit d'une hypothyroïdie par thyroïdite d'Hashimoto, d'un syndrome de Sjögren, c'est un syndrome sec. On trouve les anticorps anti-SSA et anti-SSP positifs, et aussi cholangite biliaire primitive. Le traitement. Malheureusement,
aucun traitement curatif à ce jour ne permet de guérir la sclérodermie. Le traitement de fond vise à freiner les mécanismes fondamentaux de la maladie à travers les traitements immunosuppresseurs intensifs. Les traitements symptomatiques visent à limiter les conséquences de la maladie et à améliorer la qualité de vie. Une remarque très importante, les corticoïdes peuvent favoriser la survenue d'une crise rénale sclérodermique. Toute prescription de corticoïdes chez un patient sclérodermique doit être décidée avec le service référent. À la fin, il faut encourager à consulter un médecin pour tout symptôme suspect. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo pour plus de contenu médical. وفي الختام إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك